Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Coinbase et on va aussi parler en fait des altcoins, notamment on va essayer en fait de répondre à une question qui je pense est très importante. Est-ce qu'il faut acheter les listings? Est-ce que les listings, que ce soit en fait des actions ou même des crypto-monnaies, et je pense que le sujet on va beaucoup plus l'axer par la suite sur les crypto-monnaies, même si on va d'abord parler en fait de Coinbase, eh bien je pense que c'est important en fait de répondre à cette question parce que quand je vois en fait aujourd'hui encore toutes ces personnes qui se font avoir sur les listings, eh ben je me dis il est quand même grand temps en fait de faire une vidéo sur ça pour expliquer un petit peu qui sont les gagnants et qui sont les grands perdants lorsqu'il y a des nouveaux listings, que ce soit des crypto-monnaies ou des actions. Alors, j'ai pas forcément fait en fait de vidéo depuis quelques semaines, je suis assez occupé pour le coup, mais surtout parce que bon, il se passe pas forcément grand-chose. Le Bitcoin est en train de consolider, on a enfin, j'ai envie de dire, la première baisse qui commence à faire paniquer les gens. C'est une excellente nouvelle. Il suffit de regarder un petit peu les Miss Météo, YouTube, etc. qui sont tous en mode panique. C'est excellent. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ce marché, bien évidemment, il est comme tous les marchés, il corrige. Il y a des retracements. Il y a des baisses de 20, 30 à 40%. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre? Absolument pas. Tant qu'on ne casse pas en fait des niveaux clés, il ne faut absolument pas vendre. Donc c'est maintenant en fait qu'on commence à voir un petit peu toutes les premières mains faibles qui sont en train déjà en fait de paniquer. Donc je ferai un petit peu le point sur tout ça dans la prochaine lettre d'investissement qui sera envoyée donc dès la semaine prochaine. Donc pour la recevoir, le lien il est directement en description. En tout cas, moi ça me fait bien marrer tout ça parce que c'est vraiment le premier test qu'on a enfin sur ce marché qui n'arrêtait pas en fait de monter. Et je pense que le retour à la réalité a l'air d'être plutôt brutal et inattendu. Quand je vois un petit peu la réaction, que ce soit sur YouTube, des YouTubeurs et également sur Twitter, c'est quand même assez marrant de voir tout ça vraiment comme un air de 2017. Mais bon, ça on en reparlera dans la lettre et je ferai éventuellement une vidéo plus tard. En tout cas, s'il y a vraiment des mouvements qui commencent à devenir dangereux, pour l'instant c'est absolument pas le cas, donc il n'y a aucune raison de faire des vidéos pour faire paniquer les gens. J'avais justement fait une vidéo, donc la dernière vidéo en fait dans laquelle j'indiquais en fait qu'il fallait se préparer à vendre, mais se préparer à vendre, ça veut pas dire en fait de vendre tout de suite. Ça veut pas dire en fait que le marché a terminé en fait sa hausse. En tout cas, il n'y a pas de signe aujourd'hui suffisamment précis et important qui nous indique une fin de hausse. Donc vendre alors qu'on est encore en phase de bull market, c'est à mon sens l'une des choses les plus stupides qu'on peut faire. Surtout vendre après une baisse, c'est encore plus stupide. On ne vend pas après une baisse, on vend quand ça monte, on vend justement quand tout le monde achète et on ne vend certainement pas en fait quand tout le monde vend. Voilà, où tout le monde panique sell, comme j'ai pu commencer un petit peu à le voir. Bref, on parlera en fait de tout ça de manière bien plus précise dans une prochaine vidéo. Pareil, hein, la vidéo sur les altcoins, au final, je l'ai un petit peu décalée vu que c'est pas forcément le moment maintenant, on va dire, de se repositionner, même si on va bientôt avoir, je pense, des très très belles opportunités pour se repositionner sur les altcoins. Juste, hein, je vous rappelle, hein, dans une phase de bull market, on a des corrections sur le Bitcoin de 30 à 40% et sur les altcoins de 50, 60, 70% sans aucun problème. D'accord? Donc le fait que ça corrige, c'est une très bonne chose. C'est excellent, ça purge le marché, ça fait sortir les mains faibles, ça calme un petit peu les ardeurs, ça liquide ceux qui s'excitent un petit peu trop sur l'effet de levier, et tout ça en fait pour repartir sur une bonne base. Ça ne veut absolument pas dire en fait que c'est la fin d'une tendance haussière. Allez, on se reconcentre maintenant et on va parler un petit peu de Coinbase. On va commencer par Coinbase, puis après on va plus parler en fait des ICO, où je vais vraiment en fait vous expliquer qui sont les grands gagnants de listing et qui sont les grands perdants. Alors, Coinbase, c'était assez intéressant en fait de voir tout ce battage médiatique qu'il y a eu autour de Coinbase. Alors bien sûr, c'est, on va dire, la première entreprise dans ce secteur-là de la plateforme d'échange, on va dire, qui se retrouve listée sur le Nasdaq. Donc bien évidemment, c'est normal en fait que ça fasse un petit peu de bruit. Cependant, quand je vois toutes les mauvaises informations qui ont circulé et quand je vois toutes les incitations à l'achat, je me suis quand même dit, c'est quand même dingue, les gens n'apprendront jamais. Donc, Coinbase a fait ce qu'on appelle une DPO. Donc, ce n'est pas une IPO. Et en fait, la différence est déjà très importante. Alors, certes, personne connaît DPO, tout le monde connaît IPO.
Donc j'imagine que c'était volontaire en fait de la part des personnes qui ont tous titré IPO Coinbase. En tout cas, je l'espère que c'était volontaire, parce que non, ce n'était pas une IPO, c'était une DPO pour Direct Public Offering. Et il y a trois différences majeures par rapport à une IPO. Donc la première différence, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle émission d'actions. Donc forcément, ils vont pas obligatoirement, on va dire, lever des fonds. Ils n'ont pas besoin de passer par des intermédiaires comme des banques d'investissement, donc ça coûte beaucoup moins cher. Et surtout, le plus important, il n'y a pas de lock-up au niveau des actions, donc de blocage par rapport aux investisseurs de la première heure. Que ce soit l'équipe dirigeante, que ce soit les fonds d'investissement, les business angels qui ont investi en fait de manière extrêmement précoce lorsque Coinbase n'était qu'une petite start-up, eh ben il n'y a pas de blocage, ils peuvent revendre ceux qui le souhaitent. Faut quand même comprendre que en général, il y a tout le temps des règles, tout comme pour une ICO, où on ne peut pas forcément vendre tout de suite, on peut vendre que plus tard, et puis on peut vendre qu'une certaine quantité. Alors que si on fait une DPO, eh ben c'est beaucoup plus souple. Et rien en fait que ces trois informations-là, dont notamment la dernière, doit déjà un petit peu vous mettre la puce à l'oreille sur l'intérêt ou non d'acheter sur un listing, parce que il y a des gagnants et il y a des perdants. C'est systématique. Alors, quel est en fait l'objectif d'une entreprise comme Coinbase lorsqu'elle veut se retrouver en fait cotée en bourse? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? En l'occurrence, Coinbase l'a pas forcément fait pour lever des fonds. Ils n'ont pas eu de problème pour faire des tours de table privés et lever des fonds, on va dire, en dehors du marché. Et vu qu'il n'y a pas eu forcément de nouvelles émissions, il n'y a pas forcément de levées de fonds qui sont réalisées en fait lors de leur introduction en bourse. Donc, leur objectif n'était pas forcément ça. Leur objectif premier, c'est quoi? À mon sens, ça ne reste que mon avis, bien évidemment, c'est récompenser les investisseurs de la première heure et l'équipe dirigeante de la société qui ont accepté en fait d'être payés, parfois en grande majorité, en actions et qui au début n'a pas forcément beaucoup de valeur. Alors bien sûr, l'équipe dirigeante, le CEO Brian Armstrong, il avait déjà un salaire, on va dire parmi les plus hauts salaires. J'ai pas les chiffres en tête exacts, mais on parle de dizaines de millions, voire je crois centaines de millions par an. Donc forcément, il était quand même plutôt bien payé, mais il avait quand même un bon paquet d'actions. Donc, mine de rien, je pense que c'était aussi important, on va dire, pour l'équipe dirigeante qui avait beaucoup d'actions, de pouvoir enfin vendre les actions quand ils le souhaitaient pour récupérer également pas mal de liquidités. Mais aussi pour récompenser tous les investisseurs de la première heure qui ont cru au projet, qui ont mis des fonds au début. Et Dieu sait que c'est pas facile d'investir quand un projet est vraiment à sa genèse. Donc ça, c'est normal en fait de les récompenser. Et c'est vraiment, on va dire, l'objectif de n'importe quelle startup ou quasiment de n'importe quelle startup pour récompenser tous les investisseurs en fait de la première heure de pouvoir être cotés en bourse. Justement, il y avait Airbnb qui a mis énormément de temps à se retrouver coté en bourse, mais s'ils l'ont fait, c'était surtout en fait pour récompenser l'équipe dirigeante. C'est pas le seul, on va dire, critère, mais en tout cas, c'est pour récupérer, l'équipe dirigeante, mais surtout tous les investisseurs de la première heure. Donc, pour que ce soit un succès, qu'est-ce qu'il faut? Il faut en fait que le listing soit réalisé dans un cycle qui est opportun, donc un cycle haussier. Pourquoi? Parce que Coinbase est extrêmement corrélé au marché des crypto-monnaies. Donc le faire, par exemple, en 2019, c'était pas forcément une très très bonne idée, ni en début d'année 2020. Donc là, honnêtement, ils font le listing, j'ai envie de dire, au meilleur moment. On est en plein dans un cycle haussier, en pleine phase euphorique, avec un excès de liquidité, de l'irrationalité. Honnêtement, que demander en fait de mieux que le moment précis en fait durant lequel justement ils ont fait ce listing. Donc le timing est extrêmement important. Ensuite, il faut comprendre que il faut le faire tant que justement qu'il y a l'engouement et pas une fois que le marché va vraiment se retourner et va repartir en phase de baisse. Donc je pense que le faire maintenant était clairement c'est une très très belle fenêtre. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, et justement j'en parlais en fait dans ma précédente vidéo où je parlais en fait de la phase mania, on avait un Bitcoin qui montait en parabolique, qui ne corrigeait quasiment pas, qui ne consolidait quasiment pas. Et donc moi, j'estimais en fait que si on continuait comme ça, jusqu'aux 100 000, malheureusement en fait ça pourrait pas durer très longtemps. Et honnêtement, je pensais clairement en fait que le Bitcoin, s'il continuait comme ça, honnêtement, il en avait encore que pour 1 ou 2 mois, et je pense qu'en juin, juillet, c'était fini. Là, ce qui est en train de se passer, ça nous permet en fait quand même de beaucoup plus digérer en fait la hausse. Et
on va dire que je vais un petit peu réaugmenter mes estimations en termes de timing. Je pense que là maintenant, on peut durer plus longtemps sur une phase haussière, mais ça on le savait pas jusqu'à il y a encore quelques semaines. Donc à mon avis, en fait, ils ont pris le pari en fait de le faire justement durant le mois d'avril, parce que clairement, si on continue comme ça sur une phase haussière, eh ben le Bitcoin aurait clairement pu arrêter en fait sa phase de hausse d'ici quelques mois. Donc le timing pour moi est extrêmement intéressant, sachant que vraiment le chiffre d'affaires de Coinbase, c'est les volumes d'échange, et donc forcément ils sont plus élevés quand il y a des phases de volatilité et surtout à la hausse quand vraiment ça attire énormément en fait de monde. Donc clairement pour Coinbase, c'était une aubaine de le faire en avril. Et ils ont eu clairement raison en fait de le faire, d'autant plus qu'il y a toute cette euphorie en fait qui est liée à la hausse en fait des marchés, et donc les gens vont commencer à spéculer sur l'action de Coinbase de manière complètement irrationnelle, comme ils le font également sur les crypto-monnaies. Et c'est comme ça en fait qu'on a eu des prêts IPO, mais c'est pas vraiment IPO comme j'ai pu vous le dire. En tout cas, par exemple sur FTX, qui est une très très belle plateforme d'échange, ils ont lancé des produits pour spéculer sur justement la valeur au moment du listing. Ce qu'ils appellent justement une pré-IPO. Donc ce sont des produits pour spéculer en fait sur le futur prix de l'action. Et on avait quand même vu des valorisations à plus de $600. Juste pour vous dire à quel point est-ce qu'on était vraiment dans cette phase complètement euphorique où en fait les prix n'ont plus aucune raison. Et en fait, c'est pas pour rien que c'est rapidement retombé par la suite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action avait été estimée à $250, donc la veille du listing. Le jour du listing, ça avait été listé donc à $350, et en fait, le prix n'a pas été capable de tenir, mais honnêtement, il n'a pas non plus beaucoup baissé. Donc pour moi, ça reste une très très belle réussite en fait pour Coinbase, qui a été capable, on va dire, de valoriser son entreprise, honnêtement, au même niveau en fait que la plupart des grandes banques. Et qui a même dépassé en fait les banques par exemple françaises. Je crois qu'ils se rapprochent énormément en termes de valorisation de la JP Morgan par exemple. Donc honnêtement, ils ont très très bien joué le coup. Ils ont été capables de vraiment lister très très cher leur action, qui s'est pas vraiment effondrée. Elle a certes baissé, mais elle s'est pas non plus effondrée. Mais par contre, clairement le prix du listing était vraiment pas intéressant. $350. Donc là, en fait, je vous mets là le graphique de FTX, où justement on voyait un petit peu. Alors, il n'y a pas en fait tout le graphique, parce que justement, il y avait leurs produits qui permettaient en fait de spéculer avant le listing. Au final, là, on a surtout en fait le produit une fois que ça avait été listé. Bref, c'est pas grave. En tout cas, on voit quand même la hausse. On voit qu'au début, c'est quand même monté à plus de 600. Certes, après, c'est retombé, mais quand même, c'est monté extrêmement haut. Et tous ceux qui ont acheté en mode euphorie sur les 600, même sur les 500, même les 400, ils sont tous en perte aujourd'hui. Et même ceux qui ont acheté pile poil au listing à $350, ils sont plus que perdants, vu que le prix est retombé en dessous des 300. Donc clairement, on va dire que là, les gagnants, mais je pense que vous le savez, c'est clairement pas les particuliers qui se sont jetés en fait sur l'action, absolument pas. C'est surtout les investisseurs initiaux et l'équipe dirigeante qui ont pu vendre leurs actions à un prix extrêmement intéressant grâce tout simplement au contexte, grâce au battage médiatique. Il faut remercier en fait toutes ces personnes qui ont fait que parler en fait de Coinbase, que ce soit les grands médias, les youtubeurs, ils ont tous participé à ce que ce listing soit un succès. Après, est-ce qu'ils avaient un intérêt derrière ? J'en doute. Je pense pas en fait qu'ils avaient des actions eux-mêmes en fait. Donc j'en doute en fait. Parfois, c'est même vraiment de manière indirecte. On parle en fait de quelque chose et on se rend pas compte en fait que tout simplement ce qu'on est en train de faire, c'est juste de permettre à des gros de pouvoir sortir et malheureusement à des particuliers de se faire rincer. Mais ça, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est toujours pareil pour n'importe quel listing. Alors maintenant, est-ce que Coinbase, c'est une magnifique entreprise dans les crypto-monnaies qui méritait en fait tout ce battage médiatique ? Alors là, le débat, il est un petit peu plus mitigé. Après, ça reste que mon avis comme toujours. Alors oui et non, c'est jamais simple. C'est jamais juste blanc ou noir. Pourquoi ? Parce que Coinbase, d'un côté, c'est une belle boîte, c'est une belle entreprise qui a quand même développé beaucoup de produits, notamment pour les institutionnels et les professionnels. Par exemple, ceux qui vont lancer des ETF, des produits dérivés, qui vont utiliser en fait comme custodian Coinbase, notamment avec les solutions de Coinbase Custody. Ils vont également proposer en fait des solutions pour les pros de plateformes d'échange comme Coinbase Prime. Mais pour les particuliers, le bilan, je trouve, il est beaucoup plus mitigé. Alors, d'un côté, oui,
Ils permettent d'avoir une interface épurée, propre, simple pour acheter en fait du Bitcoin et altcoin aujourd'hui, mais concrètement, à un prix qui est exorbitant. On parle de frais qui sont de l'ordre de 1,49%, plus le spread, qui est en fait un frais caché qui est complètement invisible et qui peut monter jusqu'à 1%. Donc ça veut dire que concrètement, les frais tournent entre 1,5 et 2,5%, ce qui est colossal pour une plateforme d'échange. En plus de ça, tout n'est pas rose pour Coinbase. Ils ont quand même été condamnés en fait pour wash trading de 2015 à 2018 par la CFTC. Et en plus de ça, des bugs à répétition, lorsqu'il y a des pics d'activité, des volumes importants, à chaque fois Coinbase est complètement dans les choux et les gens se retrouvent, plutôt les particuliers, se retrouvent dans l'impossibilité. Alors de vendre, j'ai envie de dire tant mieux, ça évite qu'ils paniquent sell, mais surtout en fait d'acheter. Et ça pour le coup c'est quand même vraiment problématique pour une entreprise quand même qui est la première à être cotée en bourse, qui a des frais qui sont extrêmement élevés, qui n'est même pas capable de proposer un service qui arrive à tenir en fait durant les phases de volatilité. Franchement, c'est quand même très limite. Et en plus, même leur support, qui est quasiment injoignable, c'est quand même limite vu que les frais sont très importants. Si on prend les plateformes concurrentes comme Kraken, Binance ou FTX, les frais sont bien moins élevés. On est à 0,20 voire 0,10%, voire même encore moins parfois en fonction du volume. Et puis pour FTX par exemple, c'est une plateforme qui ne tombe pas en rade quand il y a des pics de volatilité, avec un support qui reste plus ou moins accessible. Donc ça veut dire que certaines plateformes sont beaucoup moins chères et font clairement mieux en termes d'expérience utilisateur par rapport justement au fait que leur plateforme reste accessible. Donc rien que pour ça, Coinbase pour moi ne sont pas les meilleurs. Et ça, il faut pas avoir honte de le dire. Je pense que clairement Coinbase a clairement un rôle à jouer. Mais honnêtement, pour les particuliers en tout cas, c'est clairement pas la meilleure plateforme. Ce n'est pas la plateforme que moi, je recommanderais, en tout cas en priorité, pour acheter du Bitcoin. Clairement, je mettrais largement devant Binance, Kraken, FTX, même Bitpanda par exemple, si on prend des plateformes européennes ou même Bitstamp, qui sont certes plus chères, mais qui ne sont pas du tout sur les tarifications qui sont proposées en fait par Coinbase. Et je parle même pas de l'achat par carte de crédit, où là on peut monter à des frais qui vont aller de 4 voire 5%. Donc là vraiment c'est ultra excessif. Donc il y a en plus pas mal d'autres entreprises qui honnêtement sont bien plus lucratives que Coinbase. Alors là on est en train de dire ouais Coinbase ils ont fait 800 millions de dollars de profit pour le premier trimestre 2021. Ok très bien. Binance a détruit pour 600 millions de dollars de BNB pour le premier trimestre 2021. Donc si Binance détruit pour 600 millions, vu qu'ils font une destruction de BNB en rapport avec leur chiffre d'affaires, ça en dit long en fait sur le chiffre d'affaires qu'ils ont fait pour le premier trimestre, qui est de plusieurs milliards, et on estime qu'il peut être entre 4 et 5 milliards. Donc ça veut dire quasiment 5 fois plus que ce qu'a fait Coinbase, avec des frais qui sont de l'ordre de 0,10% sur Binance. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça montre quand même qu'au final, oui, Coinbase a du volume d'échange, oui, Coinbase attire beaucoup de monde, mais il y a d'autres plateformes qui en attirent beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de volume d'échange et qui ont un business model qui est encore plus lucratif, j'ai envie de dire, que Coinbase. Donc ça, je pense que c'est quand même important, on va dire, de remettre les choses dans leur contexte. C'est pareil pour FTX, honnêtement. Ils commencent à énormément croître et ils arrivent à scaler avec une plateforme qui reste ouverte et accessible, même quand il y a des paniques ou des phases complètement euphoriques. Par exemple, je trouve que c'était beaucoup plus important d'un point de vue technologique, le fait en fait que Binance commence à lister des actions tokenisées plutôt que Coinbase fasse une DPO. Après voilà, chacun a son propre avis. Je sais, FTX avait déjà fait ça par le passé, mais pour le coup, Binance, c'est un petit peu la vitrine. Donc le fait qu'il le fasse, d'un point de vue technologique, honnêtement pour moi, même si là, ça reste que symbolique. Ils ont listé Tesla et Coinbase, c'est pas forcément les actions qui sont les plus intéressantes à acheter, surtout au niveau de leur valorisation. C'est sûr que le jour où ils proposeront des ETF, comme le font déjà certaines plateformes comme Bitpanda par exemple, et là pour le coup, ça c'est quand même des innovations technologiques qui, à mon sens, sont bien plus intéressantes qu'un simple listing sur le Nasdaq. Alors, qui sont les grands gagnants lors de listing? Donc là, je vais plus parler maintenant, même si c'est plutôt similaire, des listings sur les cryptos, mais
pour Coinbase, c'est exactement pareil. De toute façon, vous avez compris, je pense qu'ils sont les grands gagnants. Alors, les premiers vont être les business angels, les investisseurs privés, les fonds d'investissement qui vont investir lors de tours de vente, ou plutôt de tours de table, privés, à des prix très souvent extrêmement faibles, avec des conditions en fait de blocage en fait pour le coup des tokens de quelques mois, quelques années, voire par exemple pour une action, ça peut quand même durer bien plus longtemps parce que la consécration c'est surtout en fait après le listing lorsqu'il y aura justement une mise, une cotation en bourse. Ensuite, les créateurs du projet qui ont souvent le droit à un certain nombre d'actions ou de tokens, avec bien évidemment toujours parfois des conditions, enfin pas toujours parfois, toujours des conditions de déblocage, mais là on l'a vu en fait dans le cadre d'une DPO, pour le coup en fait il n'y a pas vraiment de conditions et on peut quand même vendre pour beaucoup parfois. Et ensuite, les investisseurs particuliers, là je parle uniquement des ICO, si le prix est proche de celui des investisseurs privés et s'il n'y a pas trop de personnes qui peuvent investir avec trop de capital. Il faut vraiment comprendre une chose, c'est que les ICO de 2017 qui ont été les plus exécrables en termes de retour sur investissement sont celles qui ont levé le plus de fonds. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on n'a pas de choc entre l'offre et la demande, au moment du listing, vu que tout le monde a pu acheter, il n'y a aucun intérêt en fait d'acheter au moment du listing. On l'a vu par exemple avec des grands ICO qui ont levé des milliards comme EOS par exemple, qui ont été un retour sur investissement exécrable par rapport à d'autres projets comme Binance, comme le Stratis par exemple, je me rappelle encore à l'époque, qui ont été des ICO qui ont levé très peu de fonds, quelques millions de dollars, avec très peu de personnes qui ont pu investir, mais quand ça a été listé pour le coup là, le projet, beaucoup de personnes se sont rendues compte que c'était un très très bon projet, beaucoup de personnes ont voulu acheter au listing et on a pu avoir des retours sur investissement vraiment colossaux. Donc ce choc offre et demande, il est extrêmement important. Donc si une ICO ne se termine pas en l'espace de quelques minutes, dans le contexte actuel, c'est pas intéressant. Vraiment, c'est pas intéressant. Si une ICO lève trop de fonds, trop de personnes pourraient investir, c'est pas intéressant. Si le ticket d'entrée est beaucoup trop élevé et qu'il y a des personnes qui peuvent rentrer à coût de 50, 100 000, 200 000 et qu'il y a trop de personnes qui peuvent investir, c'est pas intéressant. Il y aura beaucoup trop en fait de gros, honnêtement, trop de monde aura investi. Donc vraiment en fait pour qu'une ICO pour les particuliers, je précise, soit intéressante, il faut soit que le capital maximal soit extrêmement faible, comme pour les IDO en fait sur Polkadot par exemple. Le problème c'est que on peut pas mettre grand chose et même s'il y a du gros rendement, franchement on gagne pas grand chose. Et donc il faut réussir à trouver l'entre-deux. Et il y a eu des très très belles ICO, notamment sur CoinList. Il y a eu Casper sur laquelle on pouvait quand même poser 5 000 $. Alors ils ont quand même pas mal réduit. À la base c'était bien plus que ça. Malheureusement, ils ont été obligés en fait de pas mal réduire l'allocation maximale, mais à 5 000 $. Ça reste une somme qui est quand même, on va dire, intéressante, parce que si on va chercher un beau retour sur investissement, par exemple, un x10, x20, x30, tout de suite ça paye. Alors que si on met 100 balles, je suis désolé en fait, mais faire 100 balles, même si on fait un x100 sur 100 balles, c'est toujours mieux en fait de faire un x20 ou un x30 sur 5000. Je pense que ça c'est quand même facilement, ça c'est simple de le comprendre. Donc c'est pour ça que même moi les IDO j'ai mis de côté parce que ça ne m'intéressait absolument pas. On pouvait pas mettre du tout d'argent en fait dedans et en plus de ça il y avait un énorme facteur chance. Donc bien sûr les rendements sont importants, les plus-values en fait sont importantes plutôt, mais en fait c'est tellement difficile d'investir dedans et en plus de ça l'allocation maximale est tellement faible qu'à mon sens, c'est pas intéressant. Voilà. Mais par contre, il y a des ICO comme Casper qui le sont. Je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Alors, Casper, donc c'est une très très belle ICO qui a fait déjà, c'est un très très beau projet, qui a fait une très très belle ICO avec 2 ventes privées avant, bien évidemment, l'ICO. Une première vente privée en septembre 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça pour le coup, où ils ont vendu pour 1 centime leur token. Et ils en ont vendu pour 14 millions de $. Ensuite, ils ont fait une deuxième vente privée en janvier 2021. Donc, il y a à peine quelques mois. Et ils ont vendu, en fait, leur token pour 1,5 centime de $. Donc, à peine plus cher que la première vente. Et là, ils ont levé 11,9 millions de $. Donc, les conditions sont
3 mois de staking obligatoire après le mainnet, plus 3 mois de blocage supplémentaire. Donc concrètement, un blocage de 6 mois après le mainnet. Et ensuite, ils ont fait une levée de fonds publique, donc une ICO sur CoinList, avec 3 différentes options. Option 1, donc là en fait c'était une vente publique où ils ont levé 12 millions de dollars au même prix justement que la deuxième vente privée, donc ça veut dire 1,5 centime, seulement blocage de 18 mois pour avoir l'intégralité des tokens. Et là pour le coup, ça pose un petit peu de problème parce que toutes les personnes qui ont investi même avant, durant une vente privée, au même prix, voire moins cher, vont avoir leurs tokens qui vont être débloqués avant ces personnes-là. Mais bon, au final, ils investissent au même prix que les personnes qui ont investi lors du tour de table privé. Donc on estime quand même qu'on est sur un niveau de prix qui est extrêmement bas et il y a quand même peu de chances pour qu'on re-atteigne un jour ce niveau de prix. Ensuite, option 2. Option 2 qui permettait en fait de mettre un bien plus gros ticket, entre 50 et 200 ou 250 000 dollars, je ne me rappelle plus exactement. Bref, on va dire mettre un bon petit ticket en fait sur l'option 2. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y avait une quantité extrêmement limitée. Ils ont levé pour 8 millions de dollars. Donc vous imaginez bien que si tout le monde met 200 000, ça va extrêmement vite. On parle de même pas 100 personnes qui peuvent investir. Et ils ont acheté le token à 2 centimes. Et là, bloqué pendant 12 mois. Et ensuite, l'option 3, la plus intéressante, qui permettait en fait d'acheter à 3 centimes. Donc le double, certes, de la deuxième vente privée et le triple de la première, mais ça reste quand même plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que là, il y a un blocage de seulement 40 jours. Donc ça veut dire que ces personnes-là seront les premiers à avoir les tokens qui vont être débloqués une fois le mainnet lancé. Et donc, ça c'est extrêmement intéressant. 3 centimes et ils ont pu lever 12 millions de dollars. Donc c'est sur cette option-là que moi, j'ai pu le plus investir. Donc là, c'était capé à 5 000 dollars au maximum. Mais ça reste quand même une somme qui est intéressante parce que si jamais le prix se retrouve à 30 centimes par exemple, on fait tout de suite 1 x 10. Et 1 x 10 sur 5 000, c'est quand même bien plus intéressant que faire 1 x 10 sur 100. Voilà. Donc, et en plus là, je vous dis 30 centimes. Quand je vois un petit peu les valorisations sur les IOU, qui sont des tokens qui vont représenter en fait le futur token. Alors très souvent, c'est des valorisations en fait dans l'excès, mais on est déjà aux alentours des 2, 3, 4 dollars le token. Donc vous imaginez que là tout de suite, il y a un ordre de grandeur qui est assez important. On est sur une performance qui, honnêtement, on n'est pas sur du x10 quoi. On est sur bien plus que ça. Donc là, vous voyez que les conditions sont respectées. Pourquoi? Parce que très peu de personnes ont pu investir dans l'ICO. Il y a eu à peine, je crois, moins de 10 000 personnes qui ont pu investir pour l'option numéro 3. Donc il fallait certes un petit peu de chance, qu'on pouvait un petit peu forcer, et ça justement j'en parle dans mon Discord privé, où justement on essaie de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour mettre un petit peu plus les chances de son côté, mais ça j'en parlerai pas pour le coup de manière publique sur YouTube, mais concrètement voilà, il y avait moyen de pouvoir participer correctement à l'option 3 et clairement c'est une ICO intéressante parce que là vous voyez que il y avait ce choc entre l'offre et la demande, des centaines de milliers de personnes qui veulent investir que moins de 10 000 qui ont pu au final acheter, des prix relativement faibles, relativement proches des personnes qui ont investi lors des tours de table privés. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on estime quand même que un bon projet a très peu de chances de retomber sur le prix d'achat des investisseurs privés. Ou alors c'est un échec total. Mais si l'ICO est un succès, en général, c'est quasiment impossible. Même durant une phase de bear market, c'est vraiment difficile. Donc les bons projets en général, on n'a jamais été rechercher ces niveaux de prix-là. Et là, même l'option 3, qui permettait en fait d'avoir un déblocage extrêmement rapide, on n'est vraiment pas très très loin. Il y a parfois des ICO qui sont vendus 10 fois, 20 fois plus cher par rapport aux investisseurs privés. Et là, tout de suite, il y a un écart qui devient dangereux, sur lequel il faut vraiment faire attention. Et il faut faire attention parce que des fois, il y a des projets en fait qui font des ventes publiques et qui vont vendre le plus cher possible leur token. Ça a été en fait le cas par exemple pour Boson Protocol. Donc eux ils ont fait une levée de fonds sous forme d'une vente aux enchères. Mais quelle stupide idée de faire une vente aux enchères dans une phase de bull market où en fait là le prix va être tout simplement dicté par l'offre et la demande. Le problème c'est que on est en phase euphorique. Donc tout le monde va surenchérir et donc on va se retrouver avec un token qui va être vendu extrêmement cher et il a été vendu par rapport aux ventes privées, il a été vendu vraiment beaucoup trop cher
qu'est-ce qui s'est passé au listing? Le prix, il est à peine monté plus haut et boum, il est retombé bien en dessous au final du prix auquel les gens ont acheté. Parce que clairement, il fallait faire ce choc offre et demande. Il fallait absolument pas mettre un prix qui était faire, ça c'est que du bullshit tout ça en fait. Le prix n'était absolument pas équitable, au contraire, il était à l'avantage du projet et certainement pas à l'avantage des particuliers. Donc qui dit ICO dit pas forcément prix intéressant et ce prix c'est extrêmement important si on veut faire une bonne affaire. Donc Casper en tout cas, là on le voit, ça a été pour le coup une très très belle ICO. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'au listing, on sera très très loin des 3 centimes sur le prix de vente de l'option 3. Je pense que déjà le x10, honnêtement, ça va être plutôt facile d'aller le chercher. Et après, écoutez, on verra jusqu'où est-ce qu'on peut aller. On n'est pas non plus de 20. Mais en tout cas, si les IOU, on est à 2-3 $, bon, j'estime que le 1 $, il est largement possible. Donc, ça, c'est les conditions pour avoir une ICO qui est intéressante. Vraiment, si tout le monde peut investir, c'est pas intéressant. Bon, si personne peut investir, j'ai envie de dire, c'est pas non plus forcément intéressant. Il faut réussir à trouver une sorte de juste milieu. Allez, on va terminer un petit peu maintenant par rapport donc à la polémique qu'il y a eu sur Coinbase. Ça me fait quand même doucement rire en fait quand je vois ces polémiques, comme quoi l'équipe dirigeante a profité en fait du listing pour vendre leur action. Mais quelle naïveté! Mais quelle naïveté en fait de croire que ces personnes n'allaient pas le faire. J'ai envie de dire que l'objectif, bien évidemment en fait qu'il est quand même d'en tirer un minimum on va dire, j'ai envie de dire il serait même logique de le faire et il serait même, j'ai envie de dire, dommage de ne pas le faire. Donc moi ça me fait toujours marrer en fait quand je vois ces fausses polémiques parce que concrètement n'importe quel investisseur privé, n'importe quel membre d'une équipe qui a donné beaucoup de son temps, beaucoup d'énergie, qui a pris des risques, bien évidemment en fait que le jour du listing, il va tout faire pour que son token soit listé le plus cher possible et il va en profiter pour le vendre. D'accord? Ceux qui disent le contraire, c'est des personnes qui n'ont jamais été en position de pouvoir vendre quoi que ce soit sur un listing. Mais concrètement, sinon, bien évidemment en fait qu'on va vendre. Le but c'est pas de complètement faire effondrer le prix et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Mais vendre des actions, moi ça me choque pas. Là en fait je vous mets justement, on voit ce tableau en fait qui nous montre combien de pourcentage d'actions ils ont vendu. Donc déjà en fait le CEO qui a le plus d'actions, il en a pour quasiment 50 millions. Il a vendu pour 1,5%. Il a rien vendu. Il a vendu 750 000 actions. Alors pour le coup, moi qui suis un petit maniaque des chiffres ronds, là ça me fait piquer en fait quand je vois en fait qu'il a pas vendu 750 000 mais juste une de moins, ça me fait quand même pas mal tiquer, hein. Mais pour le coup, il a rien vendu. Il a absolument rien vendu. Pareil pour le co-founder, il a vendu 1,8%. C'est rien. C'est absolument rien. Alors on pourrait peut-être critiquer un petit peu plus, et encore j'ai envie de dire, on est qui pour critiquer ces personnes-là? À mon avis, on est personne pour ça. Surtout si on n'a rien prouvé et qu'on n'a pas été capable de créer une boîte et de participer à la création d'une boîte, justement, du début à ce qui est arrivé maintenant Coinbase. Ceux qui peuvent critiquer sont éventuellement ceux qui ont fait la même chose. Mais concrètement, oui, effectivement, donc la Chief Accounting Officer, elle a vendu pour 40%. Effectivement, ça fait beaucoup. Bon, après, j'ai envie de dire que c'est pas forcément ce qu'elle a vendu, ce qui va impacter grand chose. Il y a également d'autres personnes comme le président LCFO qui ont vendu effectivement 15-25%. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. J'ai envie de dire que même s'ils veulent tout vendre, eh ben, ils vendent tout. J'ai envie de dire, personne n'est là pour juger. D'accord? Donc, qui sont les grands gagnants? Ben, vous le savez. D'accord? C'est l'équipe dirigeante, c'est les investisseurs initiaux et tous ceux qui achètent le listing ne font que acheter les actions que vendent ces personnes. Donc, comme souvent, eh ben, ces personnes sont les dindons de la farce. Voilà. Il ne faut pas acheter un listing, même si le prix peut encore monter. En général, le ratio risque-récompense, il est exécrable. Donc, il ne faut jamais acheter un listing. C'est pour ça, en fait, que moi, toutes les personnes qui m'ont demandé, que ce soit en fait dans les commentaires YouTube ou même dans mon groupe privé, est-ce que c'est intéressant Coinbase? J'ai coupé court à toute discussion. Non. Point barre. D'accord? Alors, j'ai pas forcément donné en fait de justification, je vais y arriver précise. Bon, là je le fais maintenant, un petit peu en retard, je vous l'accorde, mais concrètement, voilà, au moins maintenant c'est clair, même pour toutes les prochaines. Non, un listing, ce n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'en général, voilà, on essaie toujours en fait de lister
le plus cher possible pour pouvoir ensuite être capable de sortir le plus haut possible. C'est pareil pour une ICO. Si sur Casper, il y a un listing tout de suite à 2, 3, 4 dollars, mais moi j'en serais ravi. Par contre, je ne recommande à personne d'acheter aussi cher un token qui a été vendu pour quelques centimes il y a à peine quelques mois de cela. Voilà. Mais moi en tout cas, je serai le premier à en profiter et à récupérer un bon billet justement sur ces niveaux de prix. Et après, j'ai envie de dire, écoutez, si les gens sont mal formés, sont dans l'euphorie et font n'importe quoi, ben, je vais pas non plus refuser en fait de leur vendre mes tokens à prix d'or. Voilà. Moi en tout cas, j'ai pas honte de le dire et je pense que personne devrait avoir honte de le dire. On est justement là aujourd'hui justement pour essayer d'apprendre, pour former ceux qui veulent se former auprès des mauvaises personnes et ceux qui veulent pas se former. J'ai envie de dire dommage pour eux. Voilà, on peut pas non plus aider toute la terre. J'ai envie de dire sinon on pourrait nous-mêmes pas forcément en profiter. Voilà. Mais il faut pas être du tout naïf par rapport à ça et il faut bien en être conscient. Voilà. Donc j'espère en tout cas que maintenant c'est clair par rapport au listing, par rapport que ce soit au listing pour les actions ou même pour les ICO, les DPO et toutes sortes de levées de fonds. J'espère que vous avez compris un petit peu en fait là où c'est intéressant d'investir, là où ça ne l'est pas. Il y a eu pas mal d'ICO vraiment exécrables. Mais déjà en fait, dites-vous que si vous êtes dans une ICO, qu'il n'y a pas le rush dessus et que ça ne part pas en quelques minutes, ça veut dire que la demande n'est pas si forte que ça, ou alors qu'il y a des conditions qui ne sont pas respectées. Voilà, donc juste très important de garder ça en tête, soyez extrêmement sélectifs, même pour les ICO. N'investissez pas tout bêtement dans une ICO parce que tout le monde en parle et parce que on est en bull market s'il vous plaît. Il y a pas mal de grosses croûtes en termes d'ICO, de projets vraiment foireux qui lèvent des sommes déjà faramineuses. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir avec ces projets pourris. Il y a vraiment des très belles ICO. Il faut juste être ultra sélectif et aussi parfois avoir un petit peu de chance, même si on peut souvent forcer le destin. Allez, moi je vous dis écoutez, bonne semaine à tous. On se retrouve pour la prochaine vidéo où là on parlera normalement des altcoins. La tendance justement qui est en train de se dessiner en fait sur les alts. Et rendez-vous également pour l'analyse du marché et notamment du Bitcoin lors de ma prochaine lettre d'investissement qui sera envoyée d'ici une semaine. Bonne semaine à tous. Bye bye.